Bon retour sur ce plateau et c'est parti pour la deuxième justement tranche de ce programme à caractère spécial. Une deuxième partie où nous mettrons une touche toute particulière pour évoquer les problèmes ayant trait au chômage des jeunes au Cameroun. Monsieur le ministre, nous vous avons vu faire le tour pratiquement du Cameroun. Je présume donc que vous avez été au contact de ces nombreux jeunes qui vivent dans une espèce de précarité et qui ne dit pas son nom. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes du supérieur, nantis d'une licence, d'un master et que sais-je encore, mais qui sont sur des motos. Ils sont devenus des mototaximens. Que fait le gouvernement de manière concrète pour que nous quittions de ce genre d'image? Vous savez, parfait Aïssi, la question du chômage, le chef de l'État lui-même l'a qualifié de cancer social. Et cette question n'est pas propre au Cameroun. C'est une situation aujourd'hui que vivent la plupart des pays en voie de développement et même des pays développés. Alors la réponse, elle est structurelle et elle est donnée. Mais je pense qu'elle tarde à se mettre en place parce qu'effectivement, il y a une question de responsabilité, une fois de plus, de mentalité aussi. Parce que vous-même, vous avez commencé par dire quelque chose que je qualifie de stigmatisant. Est-ce mauvais de faire le mototaxi? Oui, monsieur le ministre. Non. Oui, c'est très mauvais. Je vais vous dire, c'est ça le, voilà, c'est la raison. Sa vie, monsieur je vais vous dire, c'est ça la problématique. Parce que vous pensez que quand vous envoyez vos enfants à l'école, c'est pour aller dans les bureaux. C'est pour devenir mototaxi. Si vous voulez la moto, il pouvait commencer plus tôt, monsieur le ministre. Là, il aurait mieux maîtrisé. C'était à vous de l'orienter. C'est ça la responsabilité. Sur la moto, monsieur le ministre. C'est ça la responsabilité des parents. Aujourd'hui, les jeunes que nous recevons sont révoltés contre les parents, contre la société, contre l'État. Pourquoi? Parce qu'on l'a berné. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas su l'éduquer. Un parent doit savoir que, comme le faisaient nos sociétés traditionnelles, élever l'enfant, c'est le préparer à s'insérer dans la société. S'insérer, c'est fonder une famille, avoir à manger et préparer l'avenir de ses enfants, avoir un toit, etc. Vous comprenez? C'est cette éducation-là qui part de la famille à l'école et l'État crée les conditions nécessaires. Et si l'enfant n'est pas préparé, vous lui dites, faites l'école, sans savoir, sans lui dire ce que vous voulez qu'il soit, sans savoir quel est le projet professionnel que vous voulez qu'il fasse et l'encourager là-dedans. Alors, quand il finit au niveau master en sociologie, et il se disait que le père était en train de lui préparer quelque chose. Il se dit, l'État était en train de lui préparer quelque chose, et vous lui dites maintenant, de tout ça, il n'y a rien. Vous voulez faire comprendre de manière subtile que les filières comme la sociologie sont à mettre de côté? C'est pour dire que si vous voulez qu'il fasse sociologie, il faut que dès le départ, il soit préparé pour dire, à la fin, il va créer un cabinet, par exemple, de sociologie. Devenir un psychologue. Parce que c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle le programme Réamorce, le programme national d'éducation, c'est pas le réarmement moral, civil, entrepreneurial, vise à la fois à réarmer les parents, la société et le jeune lui-même pour dire, on se prépare pour un objectif donné. Et dans le cas d'espèce aujourd'hui, c'est l'orientation, elle est claire, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une partie sur 10, il faut qu'il y ait au moins 50% qui crée de la richesse pour pouvoir employer d'autres. Et pour cela, il faudrait que dès le départ, on inculque l'esprit d'initiative chez le jeune. Dès le départ. Pour lui permettre, même s'il doit être employé, il sait maintenant comment faire gagner l'argent à son patron. Parce que ça, c'est important. Oui, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, l'approche qui consiste à dire qu'il y a des sauts métiers n'est pas bonne. L'approche, c'est de dire il faudrait que les gens s'insèrent durablement dans un travail décent. Et faire, par exemple, de mototaxi qui est un besoin. Je rappelle qu'en entrepreneuriat, tout besoin
C'est un business. Monsieur le ministre, Alors, si le mototaxi existe, c'est parce qu'il y a un besoin. Pays avec des mototaximens. Je vais vous dire, aujourd'hui, on a développé un programme qu'on appelle Mototaxi Service pour enlever effectivement cette stigmatisation de croire que les mototaximens sont des faire-valoir. Monsieur le ministre. Parce qu'ils offrent un service, les mototaxis. Vous avez créé, alors le gouvernement, vous avez créé ce besoin. Laissez-moi. Vous et moi avons vécu. Laissez-moi développer. Oui, vous allez développer, monsieur le ministre. Ouais. Vous et moi avons vécu certainement à Yaoundé il y a une vingtaine d'années. Yaoundé n'avait pas changé, il n'y avait pas de moto à Yaoundé. Vous avez créé ce besoin pour que les jeunes aillent s'engouffrer là-dedans. Qui a besoin? Qui a créé? Vous, le gouvernement. C'est vous qui avez créé le besoin. Le gouvernement. C'est-à-dire que voilà encore un autre. La circulation n'est pas bonne. Voilà un autre acte incivique, vous comprenez? Oui, lequel? Qui est la déresponsabilisation. Vous savez, l'incivisme, c'est de ne pas connaître donc j'ai besoin de la notion. J'ai besoin de oui, je suis là aussi pour vous réamorcer. Oui, tout à fait. Je suis là pour vous réamorcer parce que la notion aujourd'hui qui crée le problème au Cameroun, c'est que tout le monde croit qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'appelle l'État, le gouvernement, qui doit faire des choses à sa place. Non. Vous avez des responsabilités, je ne les ai pas. Oui, mais le gouvernement, dans tout le pays, le gouvernement, il est l'émanation de l'État. L'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Non, c'est vous l'État, c'est pas moi. Ah non. C'est pas moi. L'État, si, vous savez, tout citoyen, c'est le citoyen de la nation. Vous comprenez? Une nation, chacun a des responsabilités. Vous comprenez? Et en matière de civisme, il y a chacun, un citoyen, ne doit pas attendre de l'État. Il y a des choses... construire des routes. Vous-même, si vous voyez un trou dans la route devant votre concession, vous versez la terre. Vous avez J'ai essayé mission... de le faire avec Madame le maire a dit que ce n'est pas les citoyens qui le font. Je vous prends simplement là. Et on m'a dit que non, les citoyens ne le font pas. Oui, mais parce que vous l'avez fait en prenant la mauvaise procédure. Il me fallait je voulais faire... Parce que vous devez être informé sur la procédure. Un bon citoyen, c'est celui qui est informé sur toutes les règles qui gouvernent la nation. Il faut un procédure pour savoir comment faire un trou en route. Comment on fait? On saisit la mairie pour dire j'ai une bonne intention. Parce que c'est écrit, tout ça est écrit, l'administration est écrite, vous comprenez. Malheureusement, on ne lit pas. C'est-à-dire, on ne connaît pas les lois et règlements qui gouvernent le pays. C'est ça l'incivisme aujourd'hui. C'est ça qui fait que chacun est en colère de son côté, croyant qu'il a raison et que c'est les autres qui doivent le faire. Or, il a une responsabilité là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'on se dise que le gouvernement, c'est l'émanation du peuple. Vous comprenez? Et cette politique qu'il développe, il ne la développe pas seul. C'est des politiques en matière de jeunesse. Nous sommes en train de réviser la politique nationale de la jeunesse. On a consulté tous les acteurs, les jeunes eux-mêmes, les partenaires. Donc, chacun dit ce qu'il y a lieu de faire pour répondre aux préoccupations de la société. Et donc, en se déresponsabilisant, en étant indifférent, parce que c'est ça l'indifférent. C'est ça qui a fait que, vous savez, je sors de lancement de la fête de la jeunesse dans le sud-ouest, où je devais inaugurer un centre multifonctionnel de promotion des jeunes en marge de ce lancement. Ce centre était dans la broussaille sale, mais les gens sont mobilisés, sont venus s'asseoir pour que le ministre vienne inaugurer ce centre. Alors qu'il aurait suffi simplement un petit acte de volontariat, de citoyenneté. Tout devrait être propre et on l'aurait fait dans de bonnes conditions. J'ai refusé de l'inaugurer. J'ai dit, est-ce qu'il y a des volontaires qui peuvent mettre la propriété sur ce bâtiment? Les jeunes médiateurs communautaires, les leaders du Conseil national, se sont mobilisés en une journée. En une journée. Parce que je leur ai dit, je reviens inaugurer ça le dimanche. Le samedi, ils ont repeint le bâtiment, etc. Parce que je leur ai dit, l'argent qui était prévu pour les locations de tentes, mais c'est ça qui les a motivés, monsieur le ministre. Non, c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Non. Ils ont travaillé volontairement. Ça, je vous dis, ils ont travaillé volontairement. J'ai dit simplement que le volontaire, c'est quoi? Le volontaire, c'est qu'on le motive, on lui donne les moyens pour travailler. Il doit manger. Ouais. Voilà. Donc, j'ai dit la nourriture, le repas qui était préparé pour les invités et tout ça, qu'on donne ça aux volontaires pour qu'ils aient la journée
pour avoir l'énergie pour travailler. Merci, monsieur le Et ministre. ça a été fait. C'est cet engagement civique que nous souhaitons de tous. C'est Chacun dans son environnement doit Très bien. dire il fait quelque chose pour sa communauté. Il ne nous reste plus beaucoup de minutes à passer ensemble, environ 30 minutes. Monsieur le ministre, je voudrais que nous puissions aborder un sujet hautement important. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes actions que le président de la République a posées à l'endroit des jeunes en mettant sur pied ce que l'on appelle au Cameroun le plan triennal jeune, avec un peu plus de 100 milliards. Il se trouve malheureusement, selon une certaine opinion, que la gestion qui a été faite de cet argent et même de cette initiative laisse à désirer. C'est excessif, ou alors, comme vous avez l'habitude de le relever sur ce plateau, les gens sont mal informés, nous ne maîtrisons pas les procédures et du coup, les gens se lancent à d'autres opinions. Plan triennal jeune, le ministre peut-il faire le point? Merci. Vous-même, vous avez répondu à la question et je crois que je devrais m'arrêter là. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Ça devient facile. Aujourd'hui, non, ce que je veux vous dire, c'est que si vous prenez 10 personnes, chacun a sa vision de ce plan triennal spécial jeune. Sauf ce qui est dans ce plan triennal spécial jeune. Vous comprenez? Qu'est-ce qui y est? Voilà. Donc, le plan triennal spécial jeune, ce n'est pas 102 milliards qui étaient quelque part et chaque jeune devrait venir prendre sa part. Parce que c'est ça qui est resté dans les séries des jeunes. Non. Le chef de l'État a prescrit le plan triennal spécial pour la facilitation et l'accélération de l'insertion socio-économique. Les mots ont leur sens. D'accord? Et c'était pour répondre à un contexte, problème d'information. Parce que les jeunes, ils venaient en 2016, ils préparaient ce septennat de grandes opportunités pour la jeunesse. Donc il fallait que cette jeunesse soit informée des opportunités en sa faveur. Et c'est là où le premier axe de ce plan entraîneur était la mise en place de l'Observatoire national de la jeunesse, qui est l'information pour les jeunes et sur les jeunes. Parce que ça aussi, pour intervenir sur la jeunesse, il faut qu'on ait les informations sur la jeunesse. Donc cet observatoire qui a été donc mis en place dans tous les centres multifonctionnels de promotion des jeunes. C'est pourquoi il était envisagé la construction de ces centres, une centaine. Parce que sur les 434, il fallait les doter d'infrastructures. Ensuite, comme les jeunes sont aujourd'hui une jeunesse androïde, comme il l'a dit, il fallait aller les trouver où ils sont, c'est-à-dire sur la toile. Donc développer une plateforme, c'est ce que j'ai appelé la plateforme www.ongcameroun.cm, où à la fois le jeune peut aller, le partenaire peut aller s'enregistrer, tous ceux qui ont quelque chose à offrir pour la jeunesse, etc., avec des data centers, un siège et tout, pour que toute la la plateforme soit optimale. Ensuite, développer un outil important de valorisation du statut de la jeunesse. C'est toujours sur ces 102 milliards. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que le plan avait 3 axes. Le premier axe, c'est ça, parce que si vous mettez l'argent à la disposition de cette jeunesse... Alors, le chef d'État a mis l'argent à la disposition plutôt du ministre pour développer d'un programme. Ça encore, c'est de l'incivisme. Parce que non, je vais vous dire... nous allons échanger. Non, parce que, non, ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a jamais l'argent ne se met pas à la disposition de quelqu'un. Vous comprenez? Parce que le fonctionnement de l'État, oui, parce qu'on doit savoir, monsieur Bléreux, vous devez savoir comment, le fait de savoir comment le gouvernement, l'argent de l'État, c'est un budget. Est-ce que vous comprenez? Ce budget-là, la caisse est unique pour l'État. Vous comprenez? Toutes les recettes, tous les revenus sont dans le trésor public, d'accord? Et chaque ministère a des programmes. Alors, si le chef de l'État prescrit un programme comme celui-là qui a un budget, ce budget est aux finances, est au trésor, d'accord? Et c'est en fonction des besoins, des axes dont je vous parle là, que l'argent est débloqué en fonction de... L'axe 1, c'était l'observatoire. Pour faire vite,
Je vous dis, il y avait la carte de jeunes biométriques dont je parlais là, qui doit permettre aux jeunes d'accéder à des services sociaux de base à des coûts préférentiels et en même temps permettre que les jeunes se valorisent et tout et tout. Vous comprenez? Ce axe-là avait un volet. Le deuxième axe, c'était de dire l'insertion, notamment l'entrepreneuriat jeunesse, est une préoccupation majeure, puisque l'Observatoire enregistrait déjà, sur les jeunes enregistrés, 53% cherchaient des financements. Vous comprenez? Oui, donc, l'axe était donc renforcer les programmes pour l'insertion socio-économique de la jeunesse. Et c'est là où les financements devraient être orientés. Et le troisième axe, comme j'ai dit, c'est le développement des infrastructures d'accompagnement de proximité des jeunes, notamment les centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Donc, le volet donc financement. Le deuxième axe qui intéresse vraiment les jeunes. Voilà, qui est donc... Alors, là encore, les jeunes ont cru que c'est de l'argent qu'on allait leur donner. Et ça, c'est le civisme. Toujours. Parce que, oui, parce qu'ils ne cherchent pas à savoir comment on fait pour accéder à cet argent. Qui devait leur dire? Mais c'est nous, et c'est ce qu'on a Est-ce que vous l'avez fait? Mais la plateforme qu'on a créée à l'Observatoire, il suffit d'aller là-bas. Il suffit d'aller dans un centre multifonctionnel de promotion des jeunes. Le mécanisme qui est mis en place, c'est que tout jeune s'enregistre. Vous voyez déjà le nombre de jeunes qui sont exclus, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas alphabétisés, il y en a qui... Ah, non, je vous dis qu'il y a des maisons des jeunes et des foyers des jeunes qui sont dans les villages. On a mis en place des équipes mobiles d'animation populaire, urbaine et rurale pour aller des caravanes, les médiateurs sont allés dans tous les villages du Cameroun, monsieur le ministre. Ils sillonnent dans chaque village aujourd'hui, il y a au moins un médiateur communautaire. Donc la mission, moi, je vais chercher celui de mon village, hein, monsieur le ministre. Ah mais oui, ça je préfère. Et si dans votre village, il n'y a pas un médiateur communautaire au plus, ça veut dire que vous êtes encore vu. Vous êtes incivique, ça veut dire qu'il y a un village finalement. Oui, parce que personne n'a accepté s'engager, se mettre au service de sa communauté. Manque d'informations, monsieur le ministre. Ben non. Je vous dis encore une fois de plus que le ministère a été créé par le président là, depuis 2004. Et depuis lors, des outils ont été mis en place pour au moins l'information des jeunes. Alors, je vais poser une autre question. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Les jeunes veulent... Mais je décris d'abord le mécanisme, s'il te plaît. Je pensais qu'on avait presque tout dit concernant le mécanisme, c'est qu'il faut s'enregistrer à la plateforme LOSERA, donc dans un CMPJ ou à la plateforme. Ensuite, on passe le réarmement moral civil entrepreneur, parce que c'est la condition. C'est par le réarmement qu'on sait que le jeune a été un bon risque. Que le jeune là ne va pas prendre l'argent de l'agriculture pour aller acheter le moto-taxi alors que... Donc, si les armes eux-mêmes sont déjà qualifiés de bons, quoi. Leurs pères éducateurs eux-mêmes ont été identifiés comme étant des personnes... C'est le formateur de formateurs. Vous êtes même un bon coach. Je pense qu'on peut même vous affecter une cohorte. Parce que c'est comme ça qu'on fait. On utilise les gens éclairés qui savent exactement ouvrir l'esprit du jeune et détecter les motivations, le motiver davantage, lui inculquer ce fighting spirit pour qu'il réussisse dans son projet. Mais, monsieur le ministre, le Camerounais, comme nous l'appelons. Donc, c'est après ça qu'on peut donc commencer à élaborer un business plan. Ensuite, l'argent est aux finances et viré à la caisse autonome d'amortissement, de la caisse autonome d'amortissement dans les banques. C'est long, hein, monsieur le ministre. C'est pas question de long, c'est le virement. C'est même et au Cameroun, lorsque ça commence à être aussi long, c'est inquiétant. Non, c'est la traçabilité. Vous dites que l'argent part du ministère de Trésor. Vous savez, vous avez un compte la chaîne de l'argent. Voilà. L'argent part du Trésor oui. pour la caisse autonome d'amortissement. D'accord? La caisse autonome d'amortissement dans les institutions financières partenaires du programme, c'est-à-dire les établissements microfinance ou des banques pour que ça trouve le jeune là où il est, les microfinances, d'accord, du village ou de l'arrondissement. Et quand c'est là, c'est donc le jeune ouvre donc son compte là, vous comprenez, et l'argent est viré en fonction donc des business plans du jeune, du plan de décaissement, vous comprenez. Monsieur le Je rappelle que monsieur le ministre, je voudrais que nous soyons concrets. Vraiment,
Les jeunes nous regardent. Excusez-nous de vous acculer sur ce point bien précis du plan triennal jeune. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Ça continue d'ailleurs à faire couler beaucoup d'encre de salive. Première préoccupation. Pour l'instant, est-ce qu'il y a encore de l'argent concernant ce plan triennal jeune? Et si jamais il y en a encore, il reste combien dans la caisse, dans la cagnotte? Mauvaise question. C'est toujours l'incivisme. Oui, parce que vous savez, le budget de l'État, c'est une prévision, vous comprenez. Le plan triennal, je veux vous dire, le contexte n'a pas permis qu'il s'exécute en 3 ans. Vous comprenez, vous connaissez le contexte. Quand il le prescrit en 2016, la fin de l'année, c'est la crise des régions du Nord-Ouest qui se déclare après Boko Haram qui était déjà là et pour lequel le plan a été prescrit pour résoudre d'ailleurs cette question de vulnérabilité de la jeunesse. Vous comprenez? Donc, le contexte de crise n'a pas permis l'exécution en 3 ans. On l'a donc glissé, vous comprenez, pour permettre que le maximum de jeunes qui sont enrôlés, je rappelle qu'il y a 1 150 000 jeunes qui sont enregistrés à la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse, qui souhaitent bénéficier de ce programme. D'accord? Voilà. Donc chaque année, l'État, en fonction des contraintes comme vous le connaissez, essaie de planifier, de programmer un montant du budget dans la loi de finances. Et c'est donc ce budget-là qu'on exécute. Donc, dire maintenant combien reste dans la cagnotte, c'est trop caricaturé. Parce que c'est comme s'il y avait... Si on comprend bien ce que vous êtes en train d'expliquer, j'ai peur que les jeunes qui nous regardent ce matin essaient de se dire que le président les a roulés. Parce que le président ne peut pas prendre... ne peut pas dire, lors d'un discours aussi solennel, qu'il vient de mettre à la disposition de la jeunesse 102 milliards au titre d'un plan triennal jeune, et qu'on venait maintenant sur un plateau de télévision nous dire que c'est une mauvaise question, et que maintenant, en fonction du budget, on essaiera de voir au niveau des priorités gouvernementales, ainsi de suite. Cela signifie que le président de la République a menti, c'est ça? Le président de la République prescrit. D'ailleurs, dans son discours, il a dit qu'il a prescrit au gouvernement. Et c'est le gouvernement de rendre ça concret. D'accord? Et je vous dis, ça peut donc le contexte dans lequel... et c'est ça, les jeunes sont conscients, parce que cette crise, les jeunes sont à la fois acteurs, et victimes, vous savez ça. Ces crises, c'est les jeunes qui sont acteurs, qui ont déclenché cette crise. Aujourd'hui, ils sont victimes parce que ces ressources que le chef de l'État a prescrites ne peuvent malheureusement pas être disponibles. Parce qu'il faut aller éteindre d'abord le feu allumé. Et ça, nous leur disons ça en toute franchise. Et je pense que les leaders qui participent aux différentes rencontres le connaissent. Et c'est pourquoi beaucoup se sont d'ailleurs engagés à aller éteindre ce feu. Il y en a beaucoup qui sont dans la promotion de la paix, dans la sensibilisation pour que leurs pères déposent les armes. Vous comprenez? Donc, parce qu'ils sont conscients que si la paix revient, plus de ressources vont être mises à la disposition comme le chef de l'État l'a prescrit. Mais sinon, une bonne partie des ressources sont malheureusement orientées vers les priorités de rétablissement de la sécurité. C'est ce que moi je voulais vous dire. Donc, le gouvernement a été confronté à l'exécution de ce programme, mais le chef de l'État l'a maintenu. C'est la raison pour laquelle il est allé au-delà de 3 ans, parce qu'il a envie de satisfaire ces nombreux jeunes qui aspirent à bénéficier de cet important plan. Oui, monsieur le ministre, dans mes recherches, j'ai retrouvé le Conseil national de l'éducation populaire, CONEP. Vous en avez certainement conscience, ou connaissance certainement. Comment ça fonctionne pratiquement? Alors, le Conseil national de l'éducation populaire, c'est le maillon qui manquait en fait à la chaîne de l'encadrement des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire. Parce qu'il a existé par le passé ce qu'on appelait le CONAGEP, le Conseil national de l'éducation de la jeunesse et de l'éducation populaire. Donc, quand le Conseil national a été mis en place conformément à la charte africaine de la jeunesse et tout ça, il manquait un maillon pour mieux maîtriser ces associations qui permettent en réalité, comme je vous ai dit, l'engagement civique de la jeunesse dans des chantiers de développement national, notamment à travers le volontariat. Parce que
c'est à travers là que les jeunes à la fois apprennent ce qu'ils n'ont pas pu apprendre à l'école ou performent, n'est-ce pas, mettre de leur énergie dans la résolution des problèmes de société. Voilà. Donc, l'éducation populaire, donc, jusqu'à présent, n'était pas organisée comme les associations de jeunesse. C'est la raison pour laquelle l'an dernier, on a donc créé ce conseil. Est-ce qu'il ne sera pas aussi confisqué le moment venu? Moi, demandez aux jeunes eux-mêmes qui l'ont mis en place, ou les associations, parce qu'une fois de plus, il faut voir les textes. C'est pourquoi il faut aller toujours dans les textes. Les textes existent, vous comprenez. La bonne question, c'est est-ce que les textes sont respectés ou pas? Vous voyez? Parce que là encore, c'est organisé sous forme de fédération. Oui. C'est-à-dire, ce ne sont pas les gens de l'éducation populaire, chacun qui se dit je suis de l'éducation. Non, c'est les leaders des associations d'éducation populaire qui se mettent donc en réseau au niveau de l'arrondissement, ensuite au niveau des fédérations, au réseau départemental et fédération régionale. Et puis maintenant, il y a un conseil national. Là encore, c'est des élections par délégué. Ouais. Donc, ça, c'est le texte. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a des délégués qui se plaignent que le processus a été entaché dans la mise en place de cet organe? Voilà la bonne question. Pour celui-là, on me dit encore qu'il est crédible. Hein. Et je crois que les autres organes gagneraient à nous donner l'idée de plus de crédibilité. Moi, je pense que tous les organes sont crédibles. Une fois de plus, vous savez, les jeunes, c'est l'apprentissage de la démocratie. J'ai eu des requêtes au niveau, par exemple, du Conseil national de la jeunesse. Quelqu'un, dont est-ce que les parents enseignent bien la démocratie aux jeunes? Qui ne remplit pas les... Parce que c'est pourquoi il est temps d'apprendre aux jeunes pour que... Mais commençons déjà même par enseigner la démocratie aux parents eux-mêmes. C'est ce qu'on leur fait, mais on fait maintenant. C'est notre mission d'apprendre aux jeunes pour que les erreurs, qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que nous rencontrons aujourd'hui. C'est ça l'anticipation. Monsieur le ministre, au sortir de votre passage devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, vous avez annoncé le recrutement de 20 000 volontaires. De quoi s'agit-il et comment cela pourrait se passer? Oui, je l'ai effectivement annoncé. Vous savez que le chef de l'État a promulgué en 2021, le 9 juillet précisément, la loi sur la promotion du volontariat au Cameroun, qui visait donc à créer cet environnement favorable au développement du volontariat. Parce que, comme vous le savez, le volontariat, c'est un puissant outil de développement local. Je vous ai cité tout à l'heure les jeunes, les volontaires, que ce soit les conseils municipaux jeunes, les conseils régionaux jeunes, les leaders du Conseil national de la jeunesse, les parlementaires, tous sont des volontaires. Vous comprenez, chacun dans un maillon d'un problème de la société pour lequel il s'est engagé au plan civique de participer. C'est tout. Donc ces volontaires vont se recruter dans toutes les sphères. D'abord, on a avec les ministères sectoriels, parce que cette loi permet aujourd'hui que les collectivités territoriales et même le secteur privé participent à la promotion du volontariat. Donc c'est cette synergie-là que nous voulons créer. Comment est-ce qu'on les recrute? Il y a un appel à candidature. Chaque année, on lance un appel à candidature pour ceux qui volontairement... Nous allons relayer souvent, parce que... Non, c'est exactement. Actuellement, on a une base de données, par exemple, le dernier pointage montrait qu'on a environ 12 500 candidats dans la base de données du programme national de volontariat. Parce que la loi a été mise en place et le programme national de volontariat a été institué. C'est lui donc qui est la structure d'envoi. Parce que le volontariat, c'est 3 entités. Le volontaire, la structure d'accueil et la structure d'envoi, donc de régulation. C'est vrai qu'on parlait de volontariat. Cela signifie qu'ils ne seront pas rémunérés? Alors, le volontariat, c'est du bénévolat? Non, il est différent du bénévolat, parce que le bénévolat est plus spontané. Mais le volontariat est un peu régulé. Le volontariat a un contrat de volontariat qui oblige quand même
le volontaire à respecter un certain nombre de règles, mais c'est de manière désintéressée. C'est-à-dire qu'ils s'engagent de manière désintéressée. Ils n'ont pas de salaire. Non, pas de salaire. Et ils mangent quoi? Non. La structure d'accueil met à leur disposition les éléments qui leur permettent de réaliser la mission pour laquelle ils sont. Mais dites aux jeunes clairement, monsieur le ministre, ils veulent savoir ce qu'ils peuvent gagner en étant volontaires. C'est ce mot-là que nous voulons enlever. Nous voulons enlever du vocabulaire du jeune, du Camerounais. Vous comprenez? Servir d'abord et gagner après. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, on veut d'abord gagner avant de servir. C'est ça le danger. Vous comprenez? Donc, on veut changer la mentalité pour dire servir d'abord. Et le volontariat, c'est servir d'abord et être récompensé. Est-ce que ça ne peut pas livrer les jeunes? Parce qu'à la fin, on donne ce qu'on appelle le pécule, c'est-à-dire une récompense, qui n'est pas une rémunération. Et même pour les sociétés qui participent au volontariat, cette ressource-là n'est pas taxée, puisque ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas un salaire, donc ce n'est pas taxé par les impôts, etc. Vous comprenez? Donc la rémunération du volontaire, c'est un pécule qui permet, qui est une récompense. Maintenant, qu'est-ce que le volontaire gagne? Dans le gain-là, le volontariat permet aux jeunes de développer son employabilité. Avoir de l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes se posent la question pourquoi on demande 5 ans d'expérience, etc. Or, en faisant du volontariat, vous gagnez en expérience. Donc, vous enrichissez votre CV pour donc plus tard être employé. Et comme vous êtes réamorcé, ça veut dire que nous attestons que vous êtes un bon risque. Est-ce que ce concept-là ne traduit pas plutôt une sorte d'enrégimentation de la jeunesse? Parce que c'est pas dogmatique finalement. Il est important parce que rien ne peut se faire sans dogme. Vous comprenez? Aujourd'hui, si nous nous comportons bien dans les religions et tout ça, c'est parce qu'il y a des dogmes. Est-ce que les jeunes doivent entrer dans le RDPC pour bénéficier de ces choses? Je le dis comme ça. Est-ce que c'est une condition? On peut être un jeune du MRC. Je ne vois pas le lien. Oui, mais moi je vois. Je dis parce que chaque Camerounais a une opinion politique. Mais nous sommes dans l'État. Parce que ça, encore une fois de plus, c'est la confusion entre l'État et le parti. Ce sont vos camarades qui font souvent ces confusions. Non. Nous ne voulons pas Il faut savoir que l'État est impersonnel. Ça, c'est le civisme. Il faut connaître ce que c'est que l'État. La notion d'État est impersonnelle. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit le chef de l'État. Donc, quand le chef de l'État agit dans sa mission, il est le chef de l'État. Il n'agit pas en tant que chef de parti. Vous comprenez? Donc, il est important que nous sachions distinguer notre mission de l'État et notre opinion politique. Très bien. On peut être un bon fonctionnaire, un agent de l'État, avoir une opinion politique, mais quand on est dans ces fonctions de l'État, on est dans les règles régaliennes de la République. Monsieur le ministre, nous lisons encore quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs à travers le monde. Je vous amène au 212. Il s'agit d'un téléspectateur du Maroc. Bonjour au Mounouna Fouchou de la modération. Oui. Et au Georges François de la consultation. Tout ce que je demande au ministre de la Jeunesse, c'est d'agir en notre faveur sur la question de la double nationalité. Vous avez organisé des forums pour sensibiliser la jeunesse, en particulier celle de la diaspora, aux opportunités d'investissement. Cependant, tant que cette problématique reste en suspens, investir sereinement au pays demeure un défi. Au mieux, nous nous limiterons à envoyer de l'argent à nos familles pour construire des maisons ou entreprendre, avec le risque que ces biens nous échappent un jour. Et on va voir tonton Blériot pour venir encore dénoncer nos choses. Mais on vous fait confiance. Pour finir sur une bonne note, voici la sagesse du jour. Traitez bien chaque partie de votre serviette, parce que la partie qui essuie votre postérieur aujourd'hui essuiera votre visage demain. À demain 10h.
Très bien. Moi, Monsieur le ministre, vous je appréciez pense le proverbe. je pense qu'il mérite encore de réamorce parce que je ne sais pas qu'est-ce qui le bloque. Parce que c'est ça, le fait de fixer sur la double nationalité qui n'a rien à voir. Pour investir au Cameroun, il y a quel... Demandez à votre chef de lever ce verrou Vous comprenez? qui est devenu désuet. Je pense que... On dit d'ailleurs que certains de vos camarades, hein, certains de vos collègues ministres ont la double nationalité. On le dit comme ça. Ben, ils méritent d'être réamorcés parce qu'ils trompent. Ils vous ont brandi ça, hein? Non, on le dit. Moi, je suis dans l'information. Parce que c'est lui, par exemple, qui est en train de brandir là. Est-ce qu'il est venu oser au Cameroun, on l'a chassé pour dire qu'il est double nationalité? Non, parce que c'est ce blocage-là qu'il faut enlever. Les frères vous arrachent des biens ici hein, en prétestant que vous n'êtes pas camerounais. Vous savez, même si vous êtes camerounais, vous n'avez jamais eu affaire à la loi. Quand vous avez une loi, vous êtes justiciable comme tout le monde. C'est à ce moment, malheureusement, certains utilisent effectivement cette double nationalité en commettant des actes inciviques qui vont contre la loi. Et quand on veut maintenant les poursuivre, ils brandissent la double nationalité. C'est peut-être aussi ça qui empêche. Hein, je ne dis pas que ça justifie, tous les mais pays du monde ont les mêmes problèmes, monsieur le ministre. C'est la raison pour laquelle nous ne nous bloquons pas. Alors, avançons. Ce pays nous appartient, construisons-le. Jusqu'au moment où on te dira, et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a dit à son frère que lui, il n'est pas camerounais alors qu'il est venu pour construire la famille. Par contre, il y a des obstacles et c'est ce que nous essayons de lever. C'est-à-dire, et ça c'est le mental toujours, parce que la diaspora n'étant pas sur place, parfois elle est abusée par la famille, par les amis. Vous comprenez? Oui, mais ça, je l'ai dit aussi à la diaspora, nous-mêmes qui sommes à Yaoundé, on est abusés par les gens du village, hein, ils nous font la même chose. Donc, c'est changer dans cette mentalité. Nous devons donc tous changer la mentalité, la confiance. Vous m'avez fait confiance, il faut que je vous la rende. Et pour régler cette question, nous avons mis en place donc le Paris Jeudi, qui accompagne, c'est-à-dire qui sert d'interface entre donc la jeune de la diaspora et son homologue du pays pour crédibiliser. C'est ça qu'on appelait Diaspora and Local Youth Joint Venture. C'est-à-dire, chaque jeune de la diaspora qui veut investir par exemple au pays choisit, dit au gouvernement qui est son homologue, ils entrent en joint venture, le gouvernement donne sa caution. Vous comprenez? Et comme on a nos centres multifonctionnels qui sont dans toutes les communes, ça veut dire, même si c'est votre propre famille, le chef de centre ou le conseiller en insertion va donner le bon rapport. Ne va pas vous filmer les briquettes alors que c'est la maison que vous vouliez. Donc, voilà. Merci, comment nous essayons de résoudre. Le gouvernement, son rôle, c'est faciliter, de mettre en place des mesures d'accompagnement. Et donc, c'est ce que le gouvernement fait. Monsieur le ministre, je suis très bousculé. Beaucoup pensent que nous ne voulons pas lire les messages. Je vous amène donc encore du côté de la diaspora. C'est le plus 33, c'est la France. Bonjour, parfait Haïti. Je m'adresse à monsieur le ministre. Chapeau pour toutes ces informations que nous venons de recevoir. C'était important de le savoir. Félicitations à Info TV. Il faudrait que cette émission soit rediffusée pour que nous ayons toujours la bonne information. Mais il peut continuer sur les plateformes parce qu'il ne faut pas attendre une émission comme celle-ci alors que toutes les plateformes sont là pour donner ces informations. L'Observatoire national de la jeunesse. Vous êtes en direct sur Info TV. Une dernière touche pause et on reviendra pour la dernière ligne droite.